Bonjour, cette vidéo est consacrée à la règle d'or, c'est-à-dire à l'article 126 du TFUE et à ses suites dans le traité de stabilité. Si vous n'avez pas encore vu la précédente vidéo, précipitez-vous dessus, celle-ci est la deuxième de la partie consacrée à l'Union européenne, ennemie du progrès social. Ça s'emboîte donc comme ça. Première partie, introduction. Deuxième partie, l'Union européenne contre la démocratie. Troisième partie, celle-ci, l'Union européenne contre le social. Et que c'est pas fini. La quatrième partie sera consacrée au sommet social de Göteborg de 2017. Ensuite, je m'arrêterai sur certains arguments pour l'Union européenne. Ce sera la cinquième partie. Avec un peu de chance, je consacrerai encore, avant l'automne, la sixième partie aux propositions positives. Dans la précédente vidéo, on a vu comment le marché est un obstacle naturel à toute politique sociale et entraîne même un état de guerre entre les travailleurs et entre les consommateurs. Passons à autre chose. Le marché, la concurrence, c'est une chose. L'article 126, dont j'ai déjà un peu parlé dans une vidéo de la deuxième partie, c'est, disons, autre chose. Même si c'est dans la même philosophie, celle de liquider le social. L'article 126 du TFUE établit ce que l'on connaît sous le nom de règle d'or ou pacte de stabilité. Cet article interdit à un gouvernement de diriger son action en dehors des clous libéraux. Précisons que l'article 126 n'est pas du tout chiffré. Vous trouverez les fameux 3%, 0,5% ou 60% dont nous allons parler dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, autrement dit le TSCG. Selon l'idéologie libérale qui sous-tend toute l'Union européenne, les impôts ne doivent plus servir qu'à rembourser la dette et remplir les obligations minimales de l'État. La défense, l'administration, la police et la justice. Il faut éviter toute autre dépense ou au pire les réduire au minimum. Selon cette règle d'or, il faut réduire les dépenses publiques pour améliorer le rapport entre la dette et le produit intérieur brut, le PIB. Le PIB, vous en trouverez un développement dans le glossaire sur le site ci-joint. On y revient dans la prochaine vidéo, qui est en voie d'écriture, bientôt sur vos antennes, mais en voici déjà un aperçu. Le PIB, c'est au fond, en gros, et pour simplifier l'expression de l'activité économique produite dans un territoire donné. Un moyen simple de le calculer, ce PIB, c'est de prendre en compte l'ensemble des échanges d'argent sur le dit territoire. Simple qu'on vous a dit. C'est donc cet article 126 qui entraîne ce qu'on appelle l'austérité et pousse les États à définancer les services publics qui deviennent moins performants. Ce qui au total finit par justifier la privatisation et la mise en concurrence des services. Bah oui, qui voudrait d'un service qui fonctionne pas? Oui, mais c'est peut-être parce que l'État a cessé de le financer. Ouais, mais l'État, c'est quand même les gens qu'on a élus, non On va voir plus loin que cette logique est irrationnelle, mais parlons d'abord de son côté antidémocratique. Angelo Basile écrit justement que le pacte de stabilité est un véritable déni de démocratie pour 3 raisons. Première raison, financière, parce qu'elle limite arbitrairement les déficits, quelles que soient les circonstances. Cette règle signifie qu'un parlement ou une population ne peut plus décider d'ignorer une règle purement économique si elle estime que cela va dans son intérêt. Deuxième raison, juridique, parce que les États sont obligés d'inscrire cette règle dans leur constitution, ce qui la rend d'autant plus difficile à effacer. Comme le droit de l'Union européenne se veut au-dessus du droit national, il nécessite des majorités très spéciales pour le faire évoluer, que ce soit au sein d'un pays, mais aussi comme on l'a déjà vu dans le cadre de l'Union européenne. Je vous renvoie à la deuxième partie, l'Union européenne, démocratie. Enfin, troisième raison, politique, parce que cela empêche les pays de l'Union européenne de sortir de la logique libérale. En fait, cette règle, parmi d'autres, interdit aux pays adhérents au traité d'avoir une autre politique que libérale. Pas d'environnement, pas de social possible. Toute décision politique qui irait à l'encontre de cette règle serait aussitôt contestée par une flopée d'acteurs économiques. Fonds de pension, entreprises, banques. Ils iraient tous auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ou même auprès d'autres cours de justice. Et donc, un parlement ou un gouvernement de gauche devra soit se plier à l'Union européenne, et donc renoncer à la gauche, soit marcher sur des décisions de justice et se moquer de l'état de droit installé par l'Union européenne. On imagine aussitôt les titres des journaux qui suivraient. La règle d'or est non seulement antidémocratique, mais elle est aussi irrationnelle, pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle suppose qu'en réduisant la dépense publique, elle va produire un rapport dette-PIB plus favorable. Donc que la taille de la dette publique deviendrait plus petite et la taille du PIB plus grande. Ou au moins, un des deux évoluerait dans le bon sens, sans que l'autre ne bouge. À titre d'exemple, le rapport entre la dette et le PIB en Belgique, avant la crise du coronavirus, était d'environ 100%. Le TSCG, donc le traité de stabilité, supposait que d'ici une dizaine d'années, la Belgique atteigne un ratio de 60%.
Inutile de dire que c'était déjà une gageure. Mais désormais, il faudrait que la Belgique rende ses F-35 et cesse de payer tous ses fonctionnaires pendant plusieurs années pour atteindre un tel objectif. Je veux dire, sans remettre en question la légitimité des dettes passées. Il ne fait que peu de doute que d'ici quelques mois, le TSCG sera de toute façon revu, au moins concernant les délais. Mais donc, pour réduire le ratio entre la dette et le PIB, il faut que le PIB augmente, ou au moins reste stable. Alors voilà, grosso modo, les recettes publiques servent à payer, outre la dette, les fonctionnaires et les allocataires, c'est vrai, mais aussi à proposer des marchés aux entreprises. Les ménages dépenseront leur argent et payeront des impôts. Les entreprises payeront leurs salariés et leurs fournitures et payeront des impôts sur leurs revenus. Les fournitures nécessiteront des activités privées qui généreront des revenus, des salaires, donc des impôts, des dépenses, donc des taxes, etc. Ces impôts serviront à payer les fonctionnaires et à proposer de nouveaux marchés aux entreprises. Maintenant, imaginons que l'État réduit ses dépenses, et donc notamment les salaires de ses fonctionnaires, ou le nombre de ses fonctionnaires, et qu'il réduise ses marchés publics. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les revenus et dépenses des entreprises et des ménages vont donc se réduire, donc les impôts vont fondre comme neige au soleil, et l'État ne pourra plus payer quoi que ce soit, y compris d'ailleurs les intérêts de la dette. Et si les ménages et les entreprises dépensent moins, qui c'est qui se réduit d'autant ? Ah ben le PIB. Toute une activité qui ne pourra pas être compensée par le privé, puisque le privé dépense toujours moins pour ce que l'État s'engage à faire. Plus efficace. En tout cas, c'est ce que le privé prétend. On va le croire pour la démonstration. Même si moi je pense que le capital coûte bien plus cher que l'État, mais laissons cela pour l'instant. Au total, en tout cas, le rapport entre dette et PIB ne s'améliorera pas. Vous vous souvenez, je disais qu'il y avait deux raisons pour lesquelles ce mécanisme était irrationnel. La deuxième raison, c'est que les chiffres prévus par l'article 126 et détaillés dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, donc le TSCG, n'ont aucune origine scientifique. Ce n'est pas le lieu de les détailler ici. Vous avez sans doute tous entendu parler des 60% du PIB, des 3%, des 0,5% structurels et blablabla. Ces chiffres ont été acceptés et entérinés par tous les partis alors au pouvoir en Belgique, y compris aux gouvernements régionaux. Tous les partis traditionnels francophones en Belgique, l'EMR, l'EPS, le CDH et Écolo ont accepté ces règles irrationnelles et déterminant un fonctionnement libéral et antisocial de l'État. Or, ces chiffres ne reposent sur aucune observation empirique raisonnable. Ils ont été décidés par les auteurs du TSCG, qui eux-mêmes les avaient piqués à d'autres, qui eux-mêmes, etc. Rien ne permet d'expliquer pourquoi 3% plutôt que, mettons, 2% ou 60% plutôt que 85%. Si vous avez l'occasion d'écouter certains économistes hétérodoxes, ils vous expliqueront aussi bien mieux que moi que le rapport dette sur PIB est absurde, notamment parce que l'on met en évidence un stock, la dette, et un flux, le PIB. Un stock, la dette, ben oui, c'est une masse qui est due, donc c'est un stock. Un flux, le PIB, ben oui, c'est une quantité étendue sur une période, donc c'est un flux. Comme celui de l'eau qui coule dans un tuyau. Or, comparer un stock et un flux, ce n'est tout simplement pas plus scientifique que de comparer des jambons et des glands. Le seul rapport, c'est qu'il faut nourrir le cochon de glands pour obtenir du jambon, mais c'est tout. Je ne dis pas qu'il faille être déraisonnable et que l'État doive s'endetter sans règle, mais il est totalement absurde de s'interdire de s'endetter quand il le faut. Heureusement, de nouveau, on commence à remettre en question le seul principe même de la nécessité de rembourser la dette. Quelqu'un qui a remarquablement montré cela, même si je n'arrive pas toujours aux mêmes conclusions que lui, c'est Olivier Berruyer, que je préfère largement aux compères Stiglitz et Krugman. N'hésitez pas à lire ou écouter des personnalités comme Thomas Porcher, très modéré, Coralie Delhomme, David Kayla, Frédéric Lordon, très radical, et bien d'autres encore pour cette démonstration et bien d'autres choses. Voilà pour la règle d'or. On aura l'occasion encore d'en reparler plus largement. Il y avait un troisième mot-clé annoncé dans la vidéo précédente, la compétitivité. Je vous propose de la traiter dans la vidéo suivante. Partagez, critiquez, questionnez, encouragez, clochez.